Cher premier visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, le thème c'est Merci Poutine, tu pousses les Africains à s'intéresser à leur souveraineté alimentaire. Donc tu vois, depuis quelques jours, le monde est en train de se rendre compte que sur le plan de la production, c'est-à-dire que agricole, aussi sur le plan alimentaire, nous dépendons tous d'un pays qui est la Russie. De toi à moi, avant le début de cette crise ukrainienne qui est en train de durer il y a quelques semaines, est-ce que tu savais que ton alimentation, ton mode de consommation dépendait de la Russie? C'est des choses qu'on ne savait pas. Donc aujourd'hui, grâce à cette crise-là, beaucoup se rendent compte que un pays comme la Russie, si elle se fâche, elle fait trembler, c'est-à-dire quoi, une partie de l'Europe, elle fait même trembler, c'est-à-dire le monde. Parce que grâce à ces ressources, beaucoup de pays sont comme ça aujourd'hui indépendants. Ou sont aujourd'hui, autant pour moi, dépendants. Donc cette crise est aussi en train de pousser les Africains en ce moment, c'est-à-dire qu'à s'intéresser dans le domaine agricole. Je dis merci Poutine. Cette crise est en train d'intéresser les Africains à s'intéresser à leur souveraineté alimentaire. Vous voyez une fois de plus, lorsqu'on touche au ventre, les gens sont en panique. Rien que le fait de savoir que la crise qui est en train de s'annoncer là va pousser, c'est-à-dire que voilà, ici les Occidentaux, quand je dis les Européens, c'est-à-dire que ceux de l'Europe de l'Ouest, il va pousser, c'est-à-dire que va venir l'Afrique à une crise alimentaire. Vous voyez, tout de suite on panique. Beaucoup s'intéressent maintenant au domaine agricole. Beaucoup d'Africains s'intéressent aussi à leur souveraineté alimentaire. Je dis, pour moi, c'est un mal en bien. C'est quelque chose que je partage ici depuis pratiquement 2 ans sur la chaîne, où je continue à vous répéter à chaque fois qu'on se doit d'être autonome. Tu vois, ici sur la chaîne, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, afin de valoriser et de vulgariser les produits du terreau africain. Sur la chaîne, je te partage de mes astuces et techniques business, je te partage mon mindset. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Pindia, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Ricinendron et de l'autre comme on appelle Api ou soit Jansan, sur la culture de la Gassinia Cola, comme on appelle Bitakula ou soit Petit Cola. Avec pour finalité de créer une marque spécifique. Donc je mettrai sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, te dis merci. Dans cette crise qui est en train de se passer, je voudrais que, en tant qu'Africain, qu'on puisse tirer les enseignements et qu'on ne puisse pas faire la même erreur que les Occidentaux. Beaucoup d'Africains sont en train de s'intéresser au domaine agricole, s'intéressent à cette crise-là. Je dis bravo. Mais quels sont les enseignements, quelles sont les leçons qu'on se doit de tirer à travers cette crise? Vous avez vu que Poutine, beaucoup ne l'ont pas vu venir. Poutine aujourd'hui est en train de piéger les Occidentaux par ses ressources, qui sont les ressources minières, qui sont le gaz, le pétrole, d'autres ressources rares, qui sont les ressources agricoles, qui sont le blé, le maïs, les huiles comme le tournesol. Et il s'est intéressé aussi dans le domaine technologique. Et là, tu as dit que l'arme fatale qui est la bombe nucléaire. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer? Je vois aussi beaucoup de commentateurs. Mais dans cette histoire, je tiens aussi à préciser que on entend beaucoup de personnes parler, que ce soit ici en Occident, beaucoup d'experts, économistes, des géostratèges, des politologues. Mais là où beaucoup n'avaient pas vu l'affaire venir, beaucoup n'avaient pas vu que la pression ne serait pas uniquement sur le plan militaire, la pression serait sur le plan alimentaire. La pression serait sur le plan alimentaire.
Et quel est l'enseignement que nous, les Africains, devons tirer? Moi, l'enseignement que je tire, et la sonnette de l'alarme que je tire depuis 2 ans auprès des Africains, auprès de la communauté des visionnaires, c'est qu'on se doit aujourd'hui d'être des visionnaires. On se doit aujourd'hui de penser notre mode de production. On se doit aujourd'hui de penser notre mode de consommation. Vous voyez que Poutine n'est pas allé cultiver tel que n'importe quoi. Aujourd'hui, tel qu'on a sur la toile, des experts qui sont là à dire oui, c'est parce que notre agriculture est archaïque. Attention, attention. Il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par archaïque. Ah, c'est parce qu'on cultive avec la houe. Je dis encore une fois de plus, attention. Je répète ici que l'agriculture, c'est un domaine qui est vaste et complexe. Lorsqu'on parle d'agriculture, ceux qui parlent d'agriculture, ils parlent sur quel prisme? Ils parlent de l'agriculture en tant qu'investisseur ou ils parlent de l'agriculture en tant qu'agriculteur ou en tant que paysan? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, cette crise qui est en train de se passer aujourd'hui, est en train de mettre en lumière le mode de production industriel basé, c'est-à-dire que sur la monoculture, c'est-à-dire que les céréales, est basé justement aujourd'hui sur l'énergie fossile. Je continue à répéter, l'agriculture occidentale dépend massivement des énergies fossiles. Quand j'entends ici par énergie fossile, c'est tout ce qui est pétrole, c'est tout ce qui est engrais, c'est tout ce qui est chimie, plastique. Et l'agriculture industrielle occidentale ici dépend aussi de la mécanisation, Vous n'êtes pas en train de vous poser la question comme pourquoi tu as dit que les pays occidentaux sont aussi en train de payer un autre tribut alors qu'ils ont une agriculture intensive, industrielle. Ce qu'on nous reproche en Afrique à chaque fois, que oui, on cultive encore avec la houe. Oui, on a une agriculture archaïque parce qu'on cultive la houe et la machette. Pourquoi la France, un pays comme la France, ne se suffit pas en termes de production de blé ou en termes de production telle que des végétaux? Pourtant, ils ont une industrie agricole intensive avec des tracteurs. Je vous l'ai répété si fatigué que on ne va pas faire l'agriculture. Ce n'est pas la superficie qui fait l'agriculture. Ce n'est pas parce qu'on est sur 1000 hectares qu'on est en train de faire une agriculture raisonnée et raisonnable. L'agriculture, voilà, lorsqu'on se lance dans le domaine agricole, on se doit de prendre en compte tous les volets. Le volet environnemental, le volet économique, le volet technique, voilà, des semences, qui a le contrôle des semences, le volet sur le plan tel que de la santé même du producteur, la santé des consommateurs, la qualité du produit. Le volet économique, est-ce que c'est rentable pour celui qui produit, pour le producteur? On se doit aussi de prendre le volet technologique, la transformation. Et il y a beaucoup comme ça d'enjeux qui entrent en compte. C'est le volet environnemental, le volet, c'est-à-dire que le climat. Aujourd'hui, quelle est la météo? On cultive avec quelle météo? Le volet des ressources. Est-ce qu'on te dit que voilà, sur le plan hydrique, il y a assez d'eau? Est-ce qu'il y a le soleil? Le volet biologique. Est-ce que tu as dit que ceux qui produisent connaissent comment fonctionne la plante? Le volet de la microbiologie. De connaître, c'est-à-dire que les différents êtres vivants qui sont dans le sol. On se doit surtout de connaître son sol. Je me rends compte que beaucoup de personnes qui parlent d'agriculture aujourd'hui, malheureusement, parlent d'agriculture en tant que spéculateurs, en tant qu'investisseurs, ils ne connaissent pas la terre. Et le système intensif industriel aujourd'hui a transformé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux, les producteurs occidentaux, en exploitants agricoles. Ce ne sont plus des paysans, ce ne sont plus des agriculteurs, c'est plutôt aujourd'hui, on les appelle des exploitants agricoles. C'est des personnes qui sont à la tête des exploitations et qui ont un cahier de charges imposé par des grands groupes agro-industriels. L'agriculture aujourd'hui ne bénéficie pas aux acteurs du terrain qui sont les agriculteurs. Vous devez, c'est-à-dire que si vous vous intéressez à l'agriculture, s'il vous plaît, ne mettons pas les émotions, ne restons pas uniquement sur la production. Le problème n'est pas la production de masse. Le problème, quelle est la quantité qu'on produit, quelle est la qualité des produits qu'on cultive,
Au finish, qu'est-ce que le consommateur mange? Cette crise est en train de nous démontrer que vous êtes en train de voir que les agriculteurs, les occidentaux, sont dépendants de l'énergie fossile, sont dépendants du pétrole. Je vous le dis ici à chaque fois. Ils sont dépendants d'une énergie fossile qui est spéculative. Vous voyez qu'aujourd'hui, Poutine dit qu'il met son baril à 300 $. Les Occidentaux sont forcés de consommer. Le producteur occidental, quand il va vouloir monter sur son tracteur, est-ce qu'il pourra suivre? Et s'il va acheter le baril à 300, le coût de production finale du produit sera combien? C'est pour ça qu'on parle ici de crise alimentaire, parce que c'est là où on va en venir, parce que viendra le moment où on sera incapable d'acheter et les gens vont se mettre dans la rue. Le prix du pétrole est déjà en train de monter, c'est déjà à 2 €. À 2 €. Est-ce que l'Afrique peut donc copier ce modèle? Parce qu'on a des fanatiques qui sont là, oui, ben il faut moderniser, il faut le tracteur. Un tracteur, ça coûte 300 000 €. J'ai dit l'agriculture, si vous voulez aller, on va aller produire sur les tracteurs quel genre de culture? Donc, pour moi, ici, aujourd'hui, il faudrait qu'en tant qu'Africain, qu'on soit stratège. Parce que Poutine, il a joué la carte de la stratégie. Poutine ne s'est pas levé un matin et a commencé à dominer, c'est-à-dire que l'Europe pour dominer le monde. C'est un travail qui a été pensé. On se doit aussi de penser, c'est-à-dire que notre agriculture, penser, c'est-à-dire que notre élevage, on se doit de faire des réformes agraires profondes. Il faut même des plans Marshall sur nos produits du terroir. Les Européens produisent des céréales ici telles que le maïs, le blé, le soja, l'orge, malte, le blond. Je vous ai dit que c'est des cultures. Pour vous me demandez mon avis, et même l'avis de beaucoup de spécialistes ici sur le terrain, c'est des cultures, honnêtement, où les producteurs n'ont pas la main. Les prix sont décidés par les grands groupes agro-industriels. Et je vous ai dit encore en plus que lorsqu'on veut aller produire, la question à se poser, c'est le choix de la culture. Quel est le rendement de la culture à l'hectare? Quelle est la rentabilité de la culture à l'hectare? Il se trouve qu'en Afrique, nous avons la chance que nos produits du terroir, tels que les tubercules, le manioc, le bacabo, le taro, l'igname, la patate, la banane plantain, le sorgho, le mil, les pommes de terre, la patate douce, à l'hectare, les rendements tels que sont multipliés, c'est-à-dire que par 20 par rapport aux céréales. Un hectare d'igname, c'est 70 tonnes l'hectare. Le blé, c'est 7 tonnes. De toi à moi, tu vas aller produire le blé, pourquoi faire? Un hectare, c'est-à-dire que de manioc, minimum, c'est 30 tonnes. Le blé, ou le soja, ou le maïs, ça aussi entre 7 tonnes. Tu vas aller produire ces céréales, pourquoi faire? Et j'ai dit la bataille aussi ici au niveau des semences. Vous voyez que nous n'avons pas le contrôle sur tout ce qui est céréales, nous n'avons pas le contrôle sur les semences. C'est les grands groupes agro-industriels que vous connaissez qui ont le contrôle sur les semences. Même ici en Occident, si les agriculteurs peinent, c'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur ces semences coûtent cher. Donc aujourd'hui, les paysans ou l'agriculture industrielle est en train justement de broyer les producteurs. Aujourd'hui, les bénéficiaires tels que sont les grands groupes agro-industriels, les producteurs des engins mécaniques, les producteurs des semences, l'agro-industrie des semences et puis l'agro-industrie chimique. Voilà les gros gagnants dans ces enjeux-là. Les producteurs ne gagnent pas. Beaucoup ont vanté ici, ben oui, c'est 20% des producteurs, des agriculteurs qui nourrissent 80%. Vous êtes en train de voir la différence. C'est 20% parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'agriculteurs déposent bilan. Les agriculteurs ici en Occident, ceux qui sont dans le domaine des céréales, vous comprenez pourquoi les Français ou ceux de l'Europe de l'Ouest sont en train de peiner. Parce que, je vous ai dit, tous les 10 ans, sur 5 exploitations, il y a une qui ferme. Parce que le coût de production est immense. Parce qu'ils ne s'en sortent pas. Pour qu'un agriculteur occidental s'installe, c'est un minimum de 2 millions d'euros. Parce que lorsqu'il faut acheter
les équipements, ça ne coûte pas bonbon. Et lorsqu'il faille commencer, ils doivent commencer avec un minimum de 70 hectares quand il s'agit des céréales. Et si tu veux gagner, il faut avoir au moins un minimum de 400 voire 1000 hectares. Est-ce que vous voyez la charge de travail? Aujourd'hui, on parle des intrants. C'est la Russie qui est le premier producteur en termes d'engrais de synthèse. Les Occidentaux aujourd'hui ne carburent que par les engrais de synthèse. Si tu as un champ de 1000 hectares, tu sais combien de quantité d'engrais de synthèse il faut verser, donc de NPK. Le prix de l'engrais est passé aujourd'hui à combien? Rien qu'en Afrique, ou le Cameroun qu'on maîtrise, de 18 000 à 24 000. Si vous voulez aller produire de façon intensive, industrielle, quel est le paysan qui pourra, ou quel est l'Africain qui pourra acheter un tracteur à 300 000 euros? Et quand on parle de 300 000 euros, il n'y a pas qu'un seul tracteur. Il faut une moissonneuse batteuse. Il faut comme ça plusieurs accessoires. Et sur quelle typologie de sol? Je vous ai dit, intéressez-vous au sol. Les sols occidentaux aujourd'hui ici sont en agonie. Ceux qui sont en train de décrire la houe, c'est les personnes qui viennent faire l'agriculture de façon, je vais dire, idyllique. Je vais dire, c'est des investisseurs. On se doit de penser aujourd'hui, si nos ancêtres n'utilisaient pas la houe, quel est le sol qu'ils allaient nous léguer? On est les premiers à dire ici, on est fiers de dire que l'Afrique, c'est à des terres agraires. Si nos ancêtres étaient sur des tracteurs, ils allaient nous léguer quel genre de sol? J'ai envie de vous dire, pour information, la partie arabe, la partie qui permet de nourrir les plantes, c'est à une épaisseur de 10 mm. L'humus, c'est 10 mm. Donc, quand la grand-mère, quand la maman, quand la tante, quand nos parents viennent avec la houe travailler, ils n'agressent pas le sol. Ils respectent le sol. C'est pour ça qu'on a pu avoir, c'est pour ça qu'on a encore des sols qui sont arabes. Si on vient épouser le monde occidental en travaillant avec les engins agricoles, avec les tracteurs, où on vient remuer à chaque fois le sol, on détruit le sol. En 50 ans ici, les producteurs occidentaux, ils ont détruit, c'est-à-dire que la couche, ils ont fait des dégâts énormes sur les couches d'humus par rapport à ceux qui cultivaient depuis 2000 ans. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui dépendants des énergies fossiles. On vous explique, pour produire une calorie de tomate, il faut au moins 7 calories d'énergie fossile. Pour produire une calorie de tomate, il faut 7 calories d'énergie fossile. Donc il te faut le gasoil, il te faut, je vais dire, ton engin qui fonctionne aussi à le gasoil, il te faut les engrais. C'est vers là qu'on va aller. Est-ce qu'on a les moyens de notre politique? Est-ce qu'on peut suivre ça? Lorsqu'on nous demande aujourd'hui de mécaniser ici, la stratégie, il faudrait qu'on soit autonome, qu'on ne soit pas dépendant. Est-ce que nous produisons ces engins? Est-ce que pour aller faire un champ de manioc ou un champ de maïs, un champ de macabo, un champ d'igname, ton tracteur va te servir à quoi? Une fois que tu as labouré le champ, tu iras déposer ton tracteur. Tu vois que tu n'es même pas en train d'utiliser ton tracteur à ses 1/10. Tu vas aller acheter un tracteur à 300 000 euros pour l'utiliser uniquement pour le labour et après le garer. Donc, vraiment, de grâce, réfléchissons de façon stratégique avant de faire nos choses. On a dit, un hectare d'igname, c'est 70 tonnes l'hectare. Tu vois que tu n'as pas besoin d'aller sur 1000 hectares comme celui qui produit les céréales. Parce que 70 tonnes l'hectare, si tu es sur 50 hectares, même 100 hectares, on peut aujourd'hui travailler, même avec nos vaches. On a aujourd'hui des vaches bien dressées, où on peut que mettre des charrettes, on travaille. Parce qu'il faut aussi prendre le volet social. Lorsque en Occident ici, un paysan, un producteur est sur 1000 hectares, il est seul sur son tracteur. Est-ce que vous voyez le nombre d'emplois que ça écrase? Aujourd'hui en Afrique, nous sommes en train de dire que l'Afrique c'est un continent qui est en train de se peupler. Et peupler aujourd'hui de jeunes. Où est-ce qu'on mettra que le jeune? Est-ce que nous sommes en train de voir le volet, c'est-à-dire que du chômage?
Est-ce que vous voyez les crises voilà, qui sont en train de venir d'ici 20 ans, 30 ans? Comment est-ce qu'on va faire pour occuper ces jeunes-là? C'est autant de questionnements qu'il faut mettre en place. Donc, j'appelle ici, la crise qui est en train de se produire en Ukraine doit nous amener à penser notre mode de production, à penser notre mode de consommation. On ne doit pas toujours penser que ce qui vient de l'Occident est meilleur. Parce que ça, cette crise-là est en train de nous montrer qu'ils sont dépendants des énergies fossiles. Et cette dépendance-là entraîne quoi? Ça entraîne que ceux qui n'ont pas, ceux de l'Europe de l'Ouest, qui n'ont pas, c'est-à-dire que des sous-sols riches, Poutine est en train de gagner aujourd'hui parce qu'il a un sous-sol riche, il a le monopole sur ces énergies fossiles-là. Et ceux qui n'ont pas ces énergies fossiles sont en train de payer le prix aujourd'hui. Donc, réfléchissons. On sait qu'on a des sous-sols riches aussi. C'est à nous de développer nos technologies, développer, c'est-à-dire que la science, afin qu'on puisse exploiter ces ressources-là. Si on veut aller mécaniser, qu'on ait la main sur la mécanisation, on se doit aussi de concevoir nos tracteurs, on se doit aussi de respecter l'environnement, parce que le facteur environnement aussi est là. Vous tenez compte du réchauffement climatique. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'un effet, je vais dire, ce n'est pas un phénomène de mode, hein. C'est une vraie réalité. Ici à l'Occident, vous voyez les effets pervers du réchauffement climatique. Vous voyez à chaque fois il pleut, les inondations, les éboulements de sol, les maisons qui sont emportées, les voitures qui sont emportées. Tout ça, c'est dû à leur politique, justement agraire, parce qu'ils ont abattu tous les arbres. Aujourd'hui, on se doit de penser agroécologique, on se doit de faire une agriculture agro-silvopastorale, hein, où sur une même surface, on a des animaux, on a des arbres, on a des cultures. Il faudrait aujourd'hui que l'homme soit au centre et que c'est la terre, on se doit de respecter nos terres. Si on ne respecte pas la terre, c'est des générations à venir qu'on va vraiment sacrifier. La houe, c'est un outil qui n'agresse pas la terre. La machette, c'est un outil qui n'agresse pas la terre. Je parle en tant qu'agriculteur, je ne parle pas en tant qu'investisseur. Les investisseurs sont là pour faire le profit, mais moi je suis là, je fais une agriculture, vous allez dire, de transmission. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de léguer, c'est-à-dire que des terres agréées, des terres, une terre productrice à mes enfants, et que mes enfants fassent pareil de génération en génération. Parce qu'on ne devrait pas seulement penser de façon égoïste à soi-même, mais quel est l'avenir qu'on veut laisser aussi à ceux qui viennent derrière. Je pense que cette crise-là, c'est comme ça qu'on se doit d'analyser ça, de se dire, on ne doit plus aller à une course effrénée de production. L'Afrique aujourd'hui, son problème, c'est au niveau de la conservation. Il faudrait qu'on travaille, qu'on ait des industries de transformation, qu'on puisse transformer ce que nous produisons. Donc, ce n'est pas tant la pollution, et que la pollution, ce n'est pas une question de superficie. On se doit aujourd'hui d'être sur des superficies raisonnées. Chacun peut être sur 50 États, 100 États, et de comprendre que nos produits, c'est-à-dire que sur le plan du rendement, ont des très gros rendements. On n'a pas besoin d'être sur 1000 hectares je veux dire 1000 hectares d'igname. Tu vois? Et puis, penser l'environnement aussi, que la déforestation aussi, les sols occidentaux ne sont pas pareils que les sols africains. Que lorsqu'on vient déforester, lorsqu'on vient couper tous les arbres, nous, on a le soleil qui est là, et il suffit juste que le soleil tape sur le sol, ça tue les micro-organismes, et c'est le désert qu'on crée. Parce qu'on a des sols qui sont là où la vie microbienne est active. Lorsque tu enlèves les arbres, qu'est-ce qui va se passer? Les bactéries vont bouffer de l'humus, et qu'est-ce qui va rester derrière? C'est le sable qui va rester. Et voilà comment on devient dépendant des énergies fossiles, dépendant des engrais de synthèse. Et c'est comme ça que le désert s'est créé. Et si le désert s'est créé, c'est la productivité qui va commencer à manquer. Et c'est comme ça qu'on crée la crise alimentaire. Et lorsque la crise alimentaire s'installe, on devient dépendant des produits qui viennent d'ailleurs. C'est stratégique tout ça. Parce que lorsque vous utilisez les engrais de synthèse, vous détruisez, c'est-à-dire que la vie microbienne du sol. Et lorsque vous n'êtes pas autonome sur les plans de semences, qu'est-ce que vous savez? Ceux qui produisent les semences, est-ce que vous savez ce qu'ils mettent dans ces semences-là? On a des molécules aujourd'hui qui sont là, telles que le soja, qui sont néfastes pour la consommation humaine. On a des effets aujourd'hui secondaires. On a des semences aujourd'hui génétiquement modifiées. Est-ce que nous avons le contrôle de ces semences-là? Non. Donc on se doit aujourd'hui de penser vraiment sérieusement notre mode de production.
Voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires. Je me ferai plaisir de les lire. Abonne-toi massivement si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.